Bonjour tout le monde. Après l'installation d'Apache Scoop, nous allons voir par la pratique les commandes d'Apache, import, export, eval et job. Je vous rappelle que Scoop, c'est un utilitaire qui permet le transfert entre les bases de données relationnelles et le système HDFS. Nous avons choisi donc de travailler avec le système de base de données relationnelles MySQL qu'on a déjà installé dans la première vidéo. Donc dans ce SGBD, nous allons créer une petite base de données. Donc on va démarrer Workbench. Donc après l'installation de MySQL, nous avons trouvé trois bases de données par défaut dans la partie schéma. Donc Sakila, 6 et Word. Nous allons travailler avec Sakila, avec quelques tables de cette base de données, mais aussi nous allons travailler avec cette petite base de données que j'ai appelée DP Scoop, et dans l'utilisateur c'est user, c'est scoop user, et le mot de passe c'est scoop. Donc on va exécuter ce script pour avoir cette base de données. Donc après actualisation, nous avons maintenant deux bases de données, la base DP Scoop et la base Sakila avec ces tables. Voilà, ce sont les tables de chaque base de données. On va laisser maintenant à côté Workbench de MySQL et on va démarrer le cluster avant de commencer les commandes de l'importation et de l'exportation. Donc, on va démarrer notre cluster. On commence par Start TFS pour démarrer le name node et le data node. Et on va démarrer aussi le gestionnaire de ressources du cluster qui est Yarn. Voilà, donc on va vérifier par GPS. Voilà, maintenant ils sont démarrés et on peut commencer maintenant l'importation de données. Mais avant de faire ça, je vous rappelle tout d'abord les premières commandes qu'on a vues la dernière fois. On commence par list database qui a besoin d'une chaîne de collection du JDBC. Dans notre cas, c'est MySQL, localhost comme la dernière fois, donc on a utilisé le port par défaut. L'utilisateur de cette base de données c'est root, et son mot de passe c'est shat. On va afficher les bases de données parce que root c'est l'administrateur. On va afficher les bases de données qu'on a dans MySQL. Voilà, donc nous avons parmi les bases de données Sakila et DP Scoop. Aussi, on va afficher les tables donc, de chaque base. Bon, pour la première base de données, c'est Sakila. Donc il faut ajouter ici à la chaîne la base de données et il faut utiliser le mot list tables. Voilà, donc nous avons acteurs, etc. Donc on va utiliser quelques tables pendant les opérations. Aussi, nous allons afficher les tables de la base dpscoop, dont le propriétaire c'est scoop user et le mot de passe c'est scoop. Évidemment, on peut voir ça à partir de Workbench, mais je voulais juste vous rappeler que la syntaxe des instructions scoop, c'est toujours scoop plus l'instruction plus les paramètres. Voilà pour les tables de la base scoop. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la création de deux dossiers, de deux répertoires. Je vais réserver le répertoire scoop et warehouse pour les importations et l'exportation. Bon, la dernière fois, donc, on a démarré le name node et nous avons travaillé avec user hive. Donc, nous avons user hive qui est la valeur par défaut
de l'entrepôt de données Hive la dernière fois. Maintenant, on va laisser cet emplacement et on va travailler avec l'emplacement qu'on va créer maintenant. Donc, on va créer avec l'option P, user. Bon, je vais essayer de copier le 3. On va créer user scope warehouse. On va donner les droits de lecture et d'écriture et d'exécution. Voilà. Maintenant, on va actualiser et voilà notre dossier. Donc, dans cet emplacement-là, nous allons faire les importations avec Scoop. Allez, on commence notre première opération. Donc, notre première opération consiste à importer une table tout entière vers une destination HDFS par défaut. Et pour cela, donc, on va utiliser Scoop Import, la première instruction pour aujourd'hui. Donc, comme ici, nous avons Scoop List Database, List Tables. Donc, pour l'importation, nous avons Import. Bien évidemment, Import a besoin de savoir quel type de SGBD relationnel, le nom du serveur de ce SGBD et quelle base de données on va utiliser, plus l'utilisateur et son mot de passe. Après, vous allez spécifier quelle table vous allez importer. Donc, la propriété, bien le paramètre table, permet de spécifier la table à importer. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette instruction? On va importer d'une base de données relationnelle vers du système HDFS, vers un emplacement par défaut. Nous allons voir cet emplacement par défaut. Mais ce qu'on doit noter, toutes les opérations d'importation vont suivre les étapes suivantes. La première étape, c'est la connexion aux bases de données pour récupérer les métadonnées. Ces métadonnées, c'est l'emplacement des tables, les noms des tables, les noms des colonnes, etc. Et puis, il va générer et compiler une classe Java en utilisant le JDK de Java plus les bibliothèques de Hadoop. Après, donc, il va se connecter au cluster pour se mettre l'importation qui est un travail MapReduce qu'on a déjà expliqué dans le dernier cours. Sachez que dans chaque mapper va prendre une partie de données pour faire l'opération de l'importation. Et pendant cette opération, sachez que le travail se fait directement entre le SGBD et le cluster Hadoop. Ça veut dire que Scoop va jouer juste le rôle de superviseur. Il ne va pas entrer dans cette opération de transfert. On va lancer cette opération, première opération d'importation, et nous allons voir, après l'exécution, ces 3 étapes. Donc, on va importer la table cities de la base de données Scoop vers un emplacement. On n'a pas spécifié d'emplacement dans le système HDFS. Bon, premièrement, il a lu les métadonnées. Deuxièmement, il a compilé cities jar, d'accord? Et puis, il commence maintenant à faire l'importation. Nous avons dit que cette importation se fait avec le job map reduce entre le SGBD et entre le HDFS. On va laisser cette opération se terminer pour voir tout d'abord dans Yaren. On aura besoin aussi de cette interface web. Voilà donc notre premier job. Je vais essayer de réduire. Voilà, donc il est toujours en cours d'exécution. Nous avons déjà parlé de l'application Master qui négocie les ressources du data node. Le nom de job cities.jar, c'est le fichier qui a été généré et compilé, et l'utilisateur plus le numéro de job qui est 0. Voilà, maintenant l'opération est terminée. Nous allons revenir à cette opération. Donc le transfert est effectué et là, il a transféré 3 lignes. C'est ce qu'on a dans la base que j'ai créée. Voilà, comme j'ai dit, donc il a commencé par lire les métadonnées, il a généré et compilé le jar, puis il a lancé le MapReduce.
Donc, dans ce cas, nous avons juste que des maps. Nous avons expliqué qu'il y a juste des maps. Voilà, donc, pour l'opération de l'importation. Donc, pour toutes les autres opérations que nous allons effectuer, ça, on aura toujours la même chose avec quelques différences. Mais on aura toujours la lecture des métadonnées, la génération et la compilation du jar, Java, plus le lancement du job MapReduce. Maintenant, dans quel emplacement il a créé ça? Donc, il a transféré des données, pardon, d'une table vers quel emplacement? Si on vérifie maintenant dans Scope qu'on vient de créer, on n'a rien. Dans Warehouse aussi, on n'a rien parce qu'on n'a pas spécifié. Mais il va choisir maintenant l'emplacement personnel. L'emplacement personnel, c'est le nom utilisé par votre système d'exploitation. Donc, il vient de créer maintenant Snina. Si vous l'avez déjà dans votre ordinateur, vous n'avez qu'à accéder et vous allez trouver maintenant le répertoire Cities. Donc, ce répertoire qui vient d'être créé maintenant, le 2.6, on est le 2.6 aujourd'hui, donc contient quoi? Contient les données provenant de la base, de la table Cities. D'accord? Si on accède maintenant à ce répertoire, on va trouver des blocs de données. Les blocs de données se forment de fichiers qui commencent par part M. Voilà donc pour la première opération de l'importation. Donc dans cet emplacement, vous avez maintenant toutes les données de la table qu'on vient d'importer. Vous savez très bien maintenant l'intérêt de Scope, c'est importer à partir d'une base relationnelle vers un système HDFS. Nous allons voir ça avec des instructions. Alors on va afficher la liste de cities tout d'abord. Nous allons voir donc la liste des fichiers. Donc nous avons les trois fichiers qu'on peut lire, pardon, qu'on peut lire par 4. Donc l'emplacement par défaut de l'importation, c'est l'emplacement personnel qui contient un dossier contenant le nom de l'utilisateur du système d'exploitation. Donc voilà les trois lignes qu'il a importées de notre base. On peut vérifier juste une seule fois. Donc la table, on va afficher ces données. On n'aura que trois lignes qui ont été importées, c'est ce qu'on a. Bien évidemment, donc si vous listez, vous aurez la même chose ici. Voilà donc pour la première instruction d'importation. La deuxième instruction d'importation consiste à utiliser maintenant un répertoire cible. Et pour cela, Scope offre deux paramètres. Nous avons le paramètre Target Directory et Warehouse Directory. On va voir les deux. Donc le premier, qu'est-ce qu'il spécifie? Il spécifie le répertoire du HDFS où Scope doit importer vos données, bien les données. Bon, vous avez vu dans le premier cas, l'opération s'est déroulée sans problème. Il a choisi l'emplacement par défaut. Mais là, c'est une souhaite. Nous souhaitons choisir un autre emplacement autre que le dossier personnel. On va utiliser maintenant le paramètre Target Directory. Et là, j'ai choisi User Scope Cities. À noter que si Cities n'existe pas, il va générer une erreur. Donc, s'il n'existe pas, s'il existe, pardon, il va générer une erreur. S'il existe. Donc, s'il existe, il va générer une erreur. Si par exemple, on a spécifié User Scope qu'on a déjà créé, il va générer aussi une erreur. Donc, Target Directory nécessite un chemin, un répertoire qui n'existe pas et qui sera créé pendant l'opération de l'importation. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va importer tout en donnant les informations de la chaîne de connexion et on va spécifier la table à importer, mais vers quel emplacement cette fois-ci? Vers User Scope. Dans User Scope, on n'a pas encore de répertoire. On n'a pas encore de répertoire Cities. Donc jusqu'à présent, on n'a rien. Donc on va copier
cette instruction pour faire l'importation vers scope cities. On aura toujours la même chose, donc les mêmes opérations. Connexion aux métadonnées. Il va compiler encore cities, char, puis il va lancer l'opération de map reduce. Là, vous remarquez qu'elle cherche select min et select max. Elle cherche toujours les valeurs min et max dans cette table pour lancer l'opération. On va revenir à cette notion de min ou max par la suite. Voilà. En attendant maintenant l'opération d'importation, on peut actualiser. Jusqu'à présent, il n'a pas encore commencé à créer le répertoire. Voilà, on va attendre. Donc, il vient de commencer l'opération map. On peut actualiser. Et voilà maintenant notre répertoire. Mais on n'a pas encore terminé l'importation. Donc, vous avez remarqué qu'il est juste un dossier temporaire. Là aussi, donc, on aura notre deuxième job, qui est numéro 2, qui consiste aussi à importer les données de cities, mais dans un autre emplacement. Une fois l'opération est terminée, donc on aura aussi la même chose, 3 fichiers qui représentent cette table. Et toujours 3 répertoires. Mais l'intérêt, bien évidemment, de cette instruction, c'est le choix d'un emplacement. Ça, c'est pour Target Directory, qui spécifie l'emplacement. Maintenant, Warehouse Directory. Quelle est la différence entre Warehouse Directory et Target? Donc, dans le cas de Warehouse Directory, c'est la spécification d'un répertoire parent. Dans le répertoire parent, donc on n'a pas besoin de spécifier le nom d'un répertoire qui va être créé. On va juste spécifier un emplacement parent et c'est Scoop qui va s'occuper de la création de répertoire selon bien évidemment le nom de la table à importer. Dans notre cas, c'est Contexte qui va être importé vers le répertoire parent qui est UseScope. Et dans UseScope, on n'a pas spécifié City cette fois-ci, on n'a rien spécifié, juste le répertoire parent. Donc à chaque fois, on aura besoin de spécifier Warehouse Directory. Si nous avons beaucoup de tables à importer, il va les créer sans problème. C'est ce que nous allons faire. On va encore lancer l'opération, mais cette fois-ci avec le paramètre Warehouse Directory. Et vous remarquez qu'on n'a rien ici spécifié. Donc, il ne va pas générer d'erreur. Par contre, il va créer un répertoire dans Scoop portant le nom de Countries, qui est la table qui sera importée. Si on revient maintenant, la table importée, c'est Countries qu'on a spécifié dans l'option et dans le paramètre table pendant l'opération de l'importation. Voilà, donc on va attendre aussi le démarrage de l'opération de MapReduce, puisqu'il a généré, il a compilé notre Countries. Donc il a commencé l'opération. C'est toujours la même chose, on peut vérifier maintenant. On a maintenant Countries et avec ces deux fichiers. Si vous vérifiez bien sûr, vous aurez les lignes de la table Countries qui sont maintenant importées vers le système HDFS. Et bien évidemment, si on revient maintenant ici, on aura le troisième job qui est Countries. Voilà, donc combien de lignes il a importé? Donc on n'a que 2 lignes. Voilà l'intérêt maintenant de Warehouse Directory. Vous allez juste spécifier l'emplacement, un emplacement existant, puis il va s'occuper de reste. Maintenant, j'ai choisi pour vous un deuxième exemple avec Warehouse Directory. On sait maintenant très bien qu'il y a un dossier, un répertoire Contexte qui vient d'être créé. Maintenant, si on spécifie encore ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va encore créer un autre sous-répertoire sous Countries. C'est ce qu'on va trouver. Et puis donc, dans le dernier exemple, bon, j'ai sauté ça, donc ce sont des instructions que vous pouvez exécuter. Il va afficher bien sûr les lignes
de la table countries. Donc la même chose pour le countries, part countries, parce que là elle va créer un autre répertoire. On va exécuter ça. Donc puis le dernier exemple, j'ai importé à partir de la table Sakila, à partir de la base de données Sakila, la table acteur dans l'emplacement warehouse. Donc on aura besoin de cette table par la suite. Donc je vais l'importer. C'est la même chose, même opération, mais on va juste l'importer pour la suite. Donc on va afficher, au lieu de passer par la page web, on peut passer par notre interface et nous allons voir qu'elle a importé deux lignes dans le répertoire countries de countries. Voilà. On va lancer maintenant l'opération d'importation de la table acteur qu'on va utiliser par la suite. Ça sera la même chose. Et on va passer à autre chose. Voilà, donc avant de passer maintenant aux autres options, on va s'assurer que la table acteur a été créée dans le dossier, le répertoire scope et le répertoire warehouse. Donc il n'a pas encore terminé. On va attendre que l'opération de l'importation, voilà, elle est acceptée, mais il n'est pas encore terminé. Acteur char. Là, elle a commencé maintenant l'opération de MapReduce après la génération du char. Voilà, donc on va actualiser. Voilà notre répertoire acteur qui contient maintenant 3 fichiers qui représentent les données d'acteur. Voilà, maintenant on va passer à quelques autres options. Là, vous remarquez qu'il a importé 200 lignes. On a 200 lignes dans la table acteur de la base de données Sakila. Alors maintenant, nous allons passer à d'autres options. Parmi ces options, c'est le fait de choisir toutes les colonnes d'une table tout en éliminant quelques lignes avec l'option Where, ou bien on va choisir quelques colonnes et quelques lignes avec l'option, ou bien le paramètre columns et Where, ou bien on va juste utiliser columns. Donc on peut soit choisir quelques lignes, soit quelques colonnes, soit les deux. Voilà, donc dans cet exemple, nous allons importer la table adresse, d'accord, qui appartient à Sakila, mais on va importer seulement les données qui respectent cette condition. District égale à England. On va vérifier ça dans Sakila. Nous allons vers adresse et vous remarquez qu'on a ici beaucoup de données, mais dans la colonne strict, on a plusieurs villes, plusieurs pays, et parmi ces pays, nous avons l'Angleterre. Donc là, on a beaucoup de données, et on va juste importer quelques données. Voilà, donc je vais juste vous montrer. Et voilà l'Angleterre. Nous avons, voilà, nous avons une première ligne. Bien évidemment, on aura beaucoup de districts anglais. On va les voir dans l'opération. Voilà, on va lancer cette opération. De l'importation. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut ajouter l'option bien le paramètre where et entre deux cotes, vous ajoutez le nom du champ de la table, reçoit égal, ce n'est pas reçoit, c'est égalité, c'est like, et le angle. Bien évidemment, on n'a pas spécifié pendant cette opération. On va revenir à la syntaxe. On n'a pas spécifié
un emplacement dans Scoop, donc il va créer un répertoire portant le nom de la table adresse qu'on vient d'importer. On peut exécuter maintenant select count étoile dans MySQL. Pour voir combien on a de lignes. Donc on a cette ligne, c'est ce qu'il va importer. Et on va vérifier ça par cette instruction après l'importation. Donc pour ne pas à chaque fois revenir ici, sauf si on a besoin de dire autre chose, donc on aura toujours la même chose. D'accord. Maintenant l'importation est effectuée, nous avons cette ligne qui ont été effectuées. Vous pouvez même les vérifier avec cat adresse part. Donc vous avez juste Ingrid bien évidemment. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Même chose pour les autres. On va maintenant importer à partir de la même table juste les colonnes. D'accord. D'accord, on va importer juste la colonne adresse tout en respectant toujours la même condition. Dans la base de données la table adresse. Voilà, nous avons une colonne adresse, on va l'importer. Bon, j'ai choisi ici deux exemples. Le premier, c'est pour choisir donc une seule colonne. Donc la colonne, c'est adresse de la table adresse avec une condition. Et là, on va faire une importation qui choisit quelques lignes et quelques colonnes. Le dernier exemple, donc ça, vous pouvez l'exécuter bien évidemment donc, pour la vérification. Pour le troisième exemple de ces paramètres-là, j'ai choisi ces colonnes, d'accord, mais j'ai choisi d'importer deux colonnes. Donc si vous voulez apporter plus qu'une colonne, les guillemets deviennent obligatoires. Donc il faut délimiter les colonnes importées par les guillemets et les séparer par virgule. Donc là, j'ai choisi adresse et district pendant l'importation. Donc dans cet exemple, j'ai choisi target, scope adresse en Ingrid. Dans le deuxième, c'est adresse colonne. Donc on va importer ça bien évidemment. On va garder tout ça. Donc il n'a pas encore fait l'importation des lignes et des colonnes d'adresse. Donc on va se contenter juste de cette vérification pour être sûr qu'il a importé juste la colonne adresse. Puis on va lancer l'opération de l'importation des deux colonnes. Voilà, donc juste là, l'adresse. L'adresse contient une valeur numérique et du texte. Voilà, vous avez une valeur numérique plus du texte. Bon, la dernière opération d'importation consiste maintenant à importer deux colonnes de la table adresse. Donc on va laisser cette opération se terminer et on passera à autre chose. On passera maintenant à l'importation avec query et split. Avec query et split, donc on peut exécuter une requête bien évidemment, donc à la place d'une table. Mais l'intérêt de query et split, c'est l'importation des résultats d'une requête en parallèle. C'est-à-dire que nous allons avoir à la sortie un traitement parallèle des fichiers qui vont représenter les tables. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs options. Pour la première option, c'est query, qui consiste à utiliser une requête entre deux cotes. Donc, une requête select par exemple étoile from acteur de la table Sakila, puis on va ajouter le mot where $condition. $condition consiste maintenant à remplacer cette condition par les valeurs distinctes et uniques de l'option
split by. Dans notre cas, c'est l'identifiant des acteurs. Puis, nous avons l'option suivante, c'est "-m", qui spécifie le nombre de mappeurs. Donc, on aura ici 4 mappeurs qui vont être lancés pour avoir à la sortie 4 fichiers. Et comment il fait scope ici? Il essaie d'équilibrer les charges, d'avoir presque les mêmes tailles dans les 4 fichiers à la sortie. 4 mappeurs, ça n'a rien à voir avec les mappeurs que nous allons voir par la suite, mais là, avec where condition et les mappeurs, vous forcez un traitement de la sortie en parallèle, tout en créant le nombre de fichiers spécifiés par les mappeurs, en se basant sur les valeurs distinctes de l'option split by. C'est ce que nous allons voir après l'exécution de cette importation. Bon, bien évidemment, l'opération de l'importation juste des 2 colonnes, c'est terminé puisqu'on n'a pas utilisé le where. On a 603 adresses. Bon, on va maintenant lancer l'opération de query avec split. Voilà, on va laisser l'opération, elle se termine. Et on va revenir à la notion de l'affichage. Tout d'abord, on va afficher ici la liste, d'accord, tout d'abord des fichiers qui ont été, qui représentent la table importée. HDFS ou bien Hadoop, c'est la même chose. Donc 200 lignes ont été importées. Le résultat de cette importation, puisque nous avons choisi, regardez, nous avons choisi ici Target Directory, nous avons choisi Acteur Query comme un répertoire qui va être créé. Donc dans ce répertoire, nous avons 4 fichiers. Part M00, 1, 2 et 3. Tout d'abord, nous allons voir la table Acteur. La table Acteur contient 200 lignes de 1 jusqu'à 200. Et nous avons demandé maintenant à Scope de choisir 4 mappeurs pour le traitement en parallèle de résultats. C'est ce que nous allons montrer par la lecture de chaque fichier. On va commencer par la lecture du premier fichier qui est 000. Donc regardez, donc il a importé du premier jusqu'au 50 parce que nous avons choisi dans l'instruction de faire le split par l'identifiant de l'acteur. Et nous avons demandé 4 mappeurs pour sortir les résultats. Donc on aura 4 fichiers. Il essaie maintenant d'équilibrer la charge pour avoir, par exemple, 200 lignes, pour avoir 50, 50, 50. C'est ce que nous allons voir en lisant les autres fichiers. 1, ça sera de 51 à 100. Et bien évidemment, ça sera pour le troisième fichier qui est 2, de 101 à 150. Et le dernier, ça sera de 151 à 200. Donc si vous voulez maintenant un traitement des résultats en parallèle, vous devez combiner tout d'abord l'option query, la clause de la condition et split by, un champ de fractionnement. D'accord? Donc on va fixer encore les idées par un autre exemple, mais dans cet exemple, on va voir comment importer des données à partir de 2 tables ou bien de plusieurs tables. Donc on va faire l'importation, toujours à partir de MySQL, à partir de d'une requête query, bien évidemment. Dans cette requête, on a select le nom de la catégorie, donc j'ai utilisé ces 2 tables, la table from catégorie
et from film catégorie. Donc, pour catégorie, je choisis le nom, et pour film, je choisis l'identifiant du nom. Juste un exemple. Puis, bien évidemment, donc, si vous avez une requête multitable, vous devez ajouter le where avec ce que vous savez déjà, une jointure, puisqu'on a utilisé une table. Après AND, puisque là, on a utilisé le where, après le AND, j'ai ajouté condition et je choisis ici le nom de la catégorie comme étant un champ de fractionnement vers un autre emplacement qui s'appelle catégorie query avec m égale à 4. Là aussi, je demandé de créer 4 fichiers en sortie. On va lancer l'opération d'importation et nous allons voir tout d'abord combien on a de catégories, parce que nous avons demandé de faire le fractionnement par catégorie. Allez, on va lancer cette opération. On va voir, donc on va aller vers catégorie. Voilà le résultat, nous avons 16 catégories. Donc quand on dit 16 catégories, puisqu'on a demandé split by par name, on s'attend à avoir 4 types de catégories par fichier. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il essaie de charger, d'équilibrer la charge. Et ce n'est pas le cas. Donc on va essayer de lire tout d'abord les fichiers. Bien évidemment, on peut voir ça encore dans le dossier scope. Donc le dossier scope. Et on a catégorie query. Donc on a toujours 4 fichiers qui viennent d'être créés. Voilà, il a transféré 1000 lignes. Voilà, donc on a 4 fichiers. Pardon. Et on a 16 catégories. Donc on a 4 fichiers. Donc dans le premier fichier, il a choisi action, animation, children. Ça c'est le type des films, catégorie des films classiques, plus comédie, plus de commentaires, plus drama. Tout ça dans un seul fichier. Pourquoi? Parce que nous avons fait la jointure. Il ne s'agit pas d'une seule table. Donc on a fait la jointure et du coup donc il essaye maintenant d'avoir des fichiers qui ont le même nombre de lignes. On va lire maintenant le deuxième fichier. Cette fois-ci, il a choisi juste foreign, family, plus games, plus horror. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Puis il essaie encore d'avoir les autres types. Donc le plus important, c'est que dans chaque fichier, on aura des valeurs distinctes des données concernant les noms des catégories. Là, on aura juste new, musique. Et dans le dernier, on aura travel, sport et science-fiction. Donc si vous faites la somme des valeurs distinctes, vous aurez 16 au total. Mais à la fin, on aura toujours à la sortie 4 fichiers qui sont exécutés. Voilà, j'espère que c'est clair pour condition. Donc pour condition, utilisés dans query et split, ils sont utilisés pour avoir une importation des résultats en parallèle. Maintenant, on passera à une autre option. Donc, nous avons vu avant dans une importation que scope, pendant l'opération de transfert de données, il exécute une requête select min et select max. Cette opération, elle prend beaucoup de temps pour récupérer les valeurs minimales et maximales pour qu'il puisse diviser les données en plusieurs tâches indépendantes. Donc, pour qu'on puisse gagner un peu de temps, on peut ajouter une option qui est boundary query et on va ajouter dans cette boundary query une requête qui va accélérer cette opération de la récupération des valeurs minimales et maximales pendant l'opération de division des données en plusieurs tâches. Voilà, donc l'intérêt d'ajouter
Boundary Query, c'est utiliser des limites personnalisées pour gagner un peu de temps pendant l'opération de transfert. Voilà, j'ai choisi pour vous, donc, pour cette opération, d'importer encore des données provenant d'une requête, utilisant plus que 2 tables, donc 3 tables, acteur et film avec 2 jointures, avec encore conditions et avec split. J'ai choisi ici de faire le split by, l'identifiant du film, mais l'intérêt bien évidemment avec juste trois fichiers de sortie. Donc on va lancer cette opération qui va nous faire gagner du temps par rapport à... Bon, là j'ai choisi de tirer P, donc pour choisir un mot de passe, une façon pour sécuriser les mots de passe. On va revenir à la notion de la sécurité de mots de passe juste après. Donc nous sommes dans quelle base de données? C'est qui là, donc le mot de passe c'est SAT. Donc j'ai dit l'intérêt de cette importation, c'est l'utilisation des limites personnalisées, boundary query, qui vont faire accélérer le traitement. Bon, après l'opération de l'importation, nous allons voir le résultat. Bien évidemment, on doit trouver trois fichiers. Bon. Avant ça, nous allons encore actualiser pour voir. On est arrivé déjà à la 11e, au 11e job qui est déjà terminé et qui s'appelle query résultat. Puisqu'on a exécuté plusieurs requêtes query, vous avez ici 3 noms query. L'opération s'est terminée. Il a transféré 5462 vers 3 fichiers. Et vous n'avez qu'à lire les 3 fichiers par 4 pour vérifier qu'il a effectué le fractionnement à base de l'identifiant qu'on a spécifié ici, l'identifiant des fils. Bon, maintenant, on va passer à autre chose. On va essayer d'utiliser une clause pour renommer les instances des jobs, parce que je viens de vous montrer dans Yaren, la page web du Yaren, qu'on a exécuté 3 requêtes query avec de la condition. Il a généré des jars, il a compilé et généré des jars avec toujours le même nom. Et on n'arrive pas à comprendre donc de quelle requête il s'agit, de quelle importation il s'agit. Vous avez une option très simple qui permet de renommer votre job. C'est MapReduce Job Name. Il faut donner un nom. Là, j'ai donné le nom Easy. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle permet juste d'importer encore une requête basée sur... Donc, c'est la même requête. Et je l'ai nommé Job Name. Voilà, donc on va lancer pour renommer un job au niveau du Yaren. Donc, MapReduce Job Name, c'est pour donner un nom. On va toujours taper le mot de passe. Et on va attendre que l'opération débute. Donc on va actualiser. Et là, vous remarquez maintenant que le nom, il est explicite. Bien sûr, easy pour nous, c'est juste le nom de votre classe. Mais juste pour vous dire que vous pouvez donner un nom explicite à l'opération de l'importation au lieu d'avoir à chaque fois query et result, query result. Même chose pour les autres adresse jar. Donc vous pouvez à tout moment choisir un nom en utilisant la clause MapReduce Job Name. Maintenant, nous allons voir le contrôle du parallélisme. On vient de voir $condition avec "-m". "-m" et "-nummapper" représentent le nombre de mappeurs exécutés pour extraire les données de la base de données source. Ça, c'est pendant l'importation. Ce sont le nombre de mappeurs pendant l'opération map. Mais combiné avec $condition dans query, vous allez choisir le nombre de mappeurs pour faire sortir le résultat. Pour avoir par exemple 4 fichiers, ou bien pour avoir 3 fichiers, ainsi de suite. Et dans notre cas-là, on va juste choisir le nombre de mappeurs pendant l'opération de
transfert map pendant map. Par défaut, il utilise toujours 4 tâches de mappage. Mais si vous voulez avoir plus que ça, donc vous n'avez qu'à utiliser le paramètre nup mappers. Donc je choisis 10 et à la sortie, on n'aura pas des fichiers, on aura juste quelques fichiers qui représentent notre table, qui est la table cities qu'on va importer vers le dossier le répertoire cities numap que j'ai appelé, et on va juste accélérer l'opération aussi de l'importation parce qu'on va choisir plus que 4 tâches de ma part. On va aller vers Scoop pour voir le résultat. Donc, elle vient de commencer l'opération. On va actualiser et on aura bien évidemment ici cities. Donc, on n'a que 3 fichiers bien évidemment, mais on a utilisé 10 mappers pendant l'opération de transfert. Toujours avec les paramètres proposés et les options proposées par Scoop Import, nous allons voir comment protéger le mot de passe. Donc, nous avons vu déjà avant comment importer avec l'option -p. Donc, quand vous faites cette importation, donc on va importer la table visite de la base de données Scoop vers l'emplacement Scoop. Mais cette fois-ci, il va nous demander de taper le mot de passe. Et le mot de passe, c'est Scoop pour la base de données Scoop. Voilà. Ça, c'est le premier moyen pour protéger le mot de passe. Deuxième moyen, c'est créer un fichier texte, par exemple, dans lequel vous allez garder votre mot de passe. Donc, j'ai choisi ici le fichier password scoop.txt. Regardez, vous avez le mot de passe qui est scoop, qu'on a déjà créé pendant la création de la base de données DP scoop. Après, donc j'ai créé ce fichier texte dans le dossier data. On va le copier vers user scoop. Bon, l'opération de visite est terminée. Voilà, il est copié maintenant. Et comment vous allez protéger maintenant votre mot de passe? Vous allez utiliser l'option, il y a le paramètre password files. Vous allez spécifier son emplacement. Mais bien évidemment, il faut donner le droit de lecture. Donc 400, c'est pour la lecture, mais je n'ai pas donné le droit d'écriture et de l'exécution. Donc, après le droit de lecture, on peut maintenant lancer l'opération de l'importation toujours de la table visite, mais cette fois-ci vers scope visite. D'accord? Donc, un sous-dossier. Dans le dossier visite, un sous-dossier qui va être créé, un sous-répertoire. Mais l'intérêt pour nous, bien évidemment, c'est protéger le mot de passe via un fichier texte. Donc, au lieu à chaque fois de taper le mot de passe, on peut le garder dans un fichier. Dans ce cas-là, il ne va pas me demander le mot de passe. Il va juste le lire à partir de ce fichier et lancer l'opération de l'importation. Nous allons utiliser aussi d'autres formats de fichiers parce que par défaut, nous avons toujours le fichier CSV qui est séparé par tabulation, qui est utilisé par Scope. D'accord? Mais on sait très bien que Scope peut prendre 3 formats de fichiers, 3 formats différents de fichiers, 2 formats qui sont binaires, représentés par Avro et séquence file. On a déjà parlé de ça avant. D'accord? Donc, surtout pour les formats binaires. Les formats binaires sont utilisés pour le stockage des images ou bien pour le stockage des formats PDF. Pour maintenant importer dans des formats
différent que celle de CSV. On va utiliser as sequence file. Mais sachez que pendant la lecture, vous devez utiliser des bibliothèques pour ça. Donc la lecture, ça va pas être direct. Donc on va maintenant importer la table norm cities de la base de données scoop vers l'emplacement que j'ai appelé, qui va être créé, d'accord, par warehouse directory nc1. Puisqu'il n'est pas créé, il va être créé. On va essayer de lire maintenant ce format. Donc je dis pour Avro et pour séquence fait, vous êtes obligé d'utiliser des bibliothèques pour lire les valeurs des répertoires. On va maintenant lire le résultat de cette importation. Donc il va créer le dossier NC1, puis il va créer aussi le répertoire norm city. Nous avons dit pour warehouse, hein, pour le paramètre warehouse, toujours il va créer les répertoires. Voilà, donc il a importé 3 fichiers, donc 3 fichiers qui paraissent normales, mais leur lecture, on ne va pas lire les lignes de données, ce sont des formats binaires comme vous allez le voir. Voilà, ce sont des formats binaires. On va vérifier aussi pour Avro, le type Avro qui est binaire aussi. Bon, j'ai gardé toujours la même table, mais cette fois-ci dans NC2. On va attendre que l'importation soit terminée. On va afficher encore le contenu. Donc on va commencer par lire tout d'abord les fichiers. L'opération n'est pas encore terminée. Là, on va attendre. Voilà. Une fois terminé, regardez le résultat. Quels sont les fichiers qui ont été créés? Donc nous avons des fichiers, mais avec l'extension .avro. Ça veut dire que ce sont des fichiers binaires. Mais dans le cas de séquence file, on a les mêmes noms que pendant l'importation classique, mais ce sont aussi des fichiers binaires. Donc si on essaie de lire un de ces fichiers, par exemple le premier, voilà, vous avez juste des informations qui sont binaires. Toujours donc pour l'importation, on va voir comment faire la compression. Donc par défaut, lorsque vous utilisez le paramètre compresse, les fichiers de sortie seront compressés à l'aide d'un code qui est gzip avec l'extension gz. Mais pour faire cette opération, il faut s'assurer que dans votre fichier map site XML, il faut s'assurer que la propriété map-read output compress est définie sur false. D'accord? Donc sinon, c'est les get true, vous ne pouvez pas faire ça. Par défaut, c'est false. Sinon, vous devez la changer. Voilà, puisqu'on a la valeur par défaut, on va lancer l'opération et on va importer encore la table norm cities. Maintenant, vers scoop norm, si j'ai utilisé target, il va créer ce répertoire. Mais je demandais la compression par défaut. Donc, bien sûr, la compression, c'est pour gagner de l'espace. On va essayer de lire maintenant le résultat de l'importation compressée. Après, on va lire le contenu et la lecture. Donc, vous n'avez pas besoin de bibliothèque, vous n'avez qu'à télécharger et décompresser. Voilà, nous avons 3 lignes. Le résultat, c'est 3 fichiers, donc avec l'extension gz. Sont compressés. Si on essaie de les lire,
On va essayer de lire les trois. Voilà, vous ne pouvez pas les lire parce qu'elles sont compressées. Donc le résultat, donc la solution c'est télécharger et compresser. C'est ce que nous allons voir. Donc on va aller vers Scoop. Norme SI avec les fichiers compressés. On va par exemple décompresser ce fichier. On va le télécharger. Pardon. On va le télécharger et on va le décompresser. Voilà, donc c'est un fichier part M en cliquant deux fois. Donc il a, puisqu'on n'a que 3 lignes, donc je crois qu'elle a choisi une ligne par fichier. Voilà, ça c'est pour la compression pendant l'opération. Donc, autre paramètre, c'est accélérer les transferts. Bon, pour certaines bases de données, vous devez savoir que vous pouvez profiter par exemple de l'interface JDBC pour transférer les données. Donc, on peut utiliser l'interface JDBC pour transférer les données. Cette interface utilise le mode direct et délègue le travail de transfert de données aux auxiliaires natifs fournis par le fournisseur de la base de données. Donc, au lieu de passer par Scoop, donc on va utiliser les utilitaires natifs du JDBC en utilisant Direct, tout simplement. Donc là, on va importer encore la table norm cities vers cities direct en utilisant maintenant les utilitaires natifs du JDBC de MySQL. Donc l'intérêt, c'est accélérer les transferts. J'essaie de vous montrer toutes les options, tous les paramètres possibles. Maintenant, nous allons voir comment traiter les cas des valeurs nulles. Parce que pendant l'importation, il se peut qu'il y ait des valeurs nulles dans des tables, dans des champs, et nous venons maintenant renseigner ces valeurs par des constantes. Sachez qu'il y a deux types proposés par Scoop, qui sont les nuls pour les strings et les nuls pour les non-strings. Les autres, la date, les valeurs numériques, etc. Donc, si vous voulez changer les valeurs nulles pour les chaînes de caractère string, donc pour les champs de type string, vous allez utiliser le paramètre nul string, et pour les autres types de champs, c'est nul non string. Bon, avant de passer à l'importation, pour expliquer ce que j'ai changé, on va créer une table. Je vais créer et insérer en même temps pour ne pas utiliser les tables de la base. Donc, on va fermer le tout. On va créer notre requête. Voilà. On va créer dans Sakila une table basée sur City. Donc déjà, dans City, voilà les données qu'on a. Donc, on va créer cette table que j'ai appelée City nul. Pardon, il ne faut pas sélectionner pendant l'exécution. Voilà, maintenant, elle a créé une autre table. D'accord, qui s'appelle City nul avec juste quelques lignes. Donc, je choisis juste des lignes. Voilà, j'essaie maintenant de supprimer quelques valeurs pour garder des valeurs nulles. Mais pour faire cette opération, d'accord, tout d'abord, vous devez changer quelques structures. Donc, vous devez changer les valeurs not nulles. Donc, vous devez changer les valeurs not nulles pour les trois champs pour qu'ils puissent accepter les valeurs nulles. Donc, une fois que vous faites ça, vous allez exécuter la requête. C'est terminé. Et maintenant, on peut revenir à notre table City nul et supprimer, par exemple, ici, avec supprime, le nom du City de la deuxième ligne. On va faire la même chose pour la sixième ligne, c'est juste un choix. Donc, je viens de supprimer 3 lignes, 2, 6 et 4, 3 valeurs, pardon, des colonnes pour les champs de type string. On va faire de même pour
les champs de type non-string. On va supprimer par exemple pour 4, pour 5 par exemple, et pour 6. Et une fois que vous faites ça, on va appliquer bien évidemment cette opération de update. Et voilà. Donc maintenant on a une table, on a changé la structure de la table et on a supprimé les données de quelques champs. Maintenant, je sais maintenant que j'ai des champs qui contiennent des valeurs nulles. Donc, je peux choisir de remplacer des valeurs nulles par une constante. Imaginez, vous avez récupéré une table contenant une colonne ville qui ne contient pas les villes. Et vous savez très bien que cette colonne doit contenir la ville de Marrakech. Vous n'avez qu'à choisir null string et vous spécifiez entre deux côtes Marrakech. Même chose par exemple pour la valeur des quartiers. Les valeurs des quartiers, par exemple, ici à Marrakech, on peut dire quartier d'Aoudia, c'est 40 000, 30 par exemple. On peut ajouter les valeurs nulles non string et choisir la valeur, de remplacer les valeurs nulles par cette valeur. Donc pour nous, pour la démonstration, j'ai choisi pour les valeurs des champs string 4,0 et non string 4,9. Donc pendant l'importation, donc on va importer la table que je viens de créer c'était nul, qui contient des valeurs nulles. Vers l'emplacement, c'était nul valeur 1. Et vous allez voir qu'il va importer toutes les données, d'accord, de cette table qui contient 10 lignes, mais il va remplacer les valeurs nulles pour les champs string par 0, 0 et les valeurs non string par 9, 9, 9. Après l'importation, on va lire les 10 lignes à partir du dossier, du répertoire qui vient d'être créé, plus les fichiers qui ont été créés aussi pendant l'opération de l'importation. Voilà, donc là, il a importé des lignes à partir de la table contenant des valeurs nulles. Maintenant, on va lire. Donc pendant la lecture, vous allez voir qu'il a remplacé les nuls par les zéros. Donc 0 pour la deuxième ligne, 0 pour la sixième ligne, 0 pour la huitième. La même chose pour les autres, je crois. On a changé 4, 5 et 6. D'accord? Voilà, donc une façon pour, pendant l'importation, changer les valeurs lignes par des constants. Ça, c'est très important pendant les transformations des données. Maintenant, nous allons voir l'importation incrémentielle. L'importation incrémentielle, c'est le fait d'importer des nouvelles données. Les nouvelles données, on va utiliser l'incrémentiel append. Voilà, pour mieux comprendre ça, nous allons tout d'abord revenir à cities, qu'on a déjà importé. Donc, je vais vous rappeler les valeurs qu'on a importées de la table cities. Donc, la table cities contient 3 lignes qu'on a importées. Maintenant, nous voulons ajouter d'autres lignes pendant l'importation. Ce qu'on va faire, on va insérer des lignes dans cette. Supposons que dans cette is de la base de données scope, on a ici 3 lignes. Cette ligne a été modifiée en insérant d'autres valeurs. Par exemple, 4, on va dire Maroc, et on va dire Rabat, par exemple. Puis on va dire ici 5, par exemple, la France, Paris. Voilà. Après l'ajout, il faut toujours appliquer la requête d'insertion. Voilà. Maintenant, à la première importation, on n'a importé que 3 lignes. Et nous savons maintenant très bien qu'il y a l'ajout d'autres lignes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'importation, il faut ajouter ces lignes-là au système HDFS. On va utiliser les options suivantes. Première option, c'est incrémental, append. Puis, check
colonne. Quelle est la colonne qu'on doit vérifier pour savoir quelles sont les lignes qui ont été ajoutées? Nous, on a choisi l'identifiant. Et quand vous choisissez l'identifiant, vous allez spécifier la dernière valeur que vous avez importée. Ça, c'est parmi les inconvénients, mais ça aide quand même à importer les nouvelles valeurs. Vous dites que la dernière valeur qui a été importée, c'est 3. Si nous regardons ici le résultat avant de lancer le 1, la dernière valeur, c'était 3 de l'identifiant. Maintenant, on va lui demander d'importer les nouvelles valeurs, sachant que la dernière valeur, c'est 3. Donc, importer euh, l'importation incrémentielle à partir de l'identifiant de la colonne qu'il doit vérifier. La dernière valeur, c'est 3. Vers quel emplacement il va importer? Il va importer vers cities. N'oubliez pas que cities est déjà créé. Et target, nous avons vu, si vous spécifiez un champ existant, il va générer une erreur. Mais dans ce cas-là, il ne va pas générer une erreur. Et c'est très bien qu'il s'agit d'une importation incrémentielle. Parce qu'on sait déjà que cities existe déjà. Donc le dossier existe déjà. Il va juste ajouter les lignes. Donc on va attendre cette opération aussi. Et on va essayer de copier maintenant, de lire tout d'abord. Je vais juste lire le répertoire cities. Bon, dans cities, il n'y avait pas le quatrième fichier. Le quatrième fichier, et même 3 et 4, regardez. Il vient de, donc au début c'était à 10h qu'elle a importé, maintenant c'est à midi 12. Donc regardez, il vient de faire l'importation, j'ai dit toujours il va faire la même chose, il va lire les métadonnées, générer, compiler le jar, puis il va commencer l'importation. Mais là regardez, on a un petit message qu'il faut lire quand même. Il a importé deux lignes seulement que j'ai ajouté. Il a trouvé 3, et puis il vous informe ici sur la dernière valeur, c'est 5. Donc maintenant ça veut dire que si vous voulez encore faire d'autres importations incrémentielles, vous allez utiliser incrémental append, vous allez utiliser l'identifiant, mais la dernière valeur, ça sera 5. Scope cities, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas 4, pardon. C'est ls. Donc il va d'ajouter maintenant les deux fichiers. On peut les lire par 4. On va dire part-m-3. On va lire le troisième qui a été ajouté, numéro 3. Donc c'est 4 Maroc Rabat. Et puis on va lire le dernier fichier. Et voilà, donc c'est 5. Ce sont les deux lignes qu'il a importées. Voilà comment vous allez faire pour importer les nouvelles données. Même j'ai dit qu'il y a cet inconvénient qu'il faut savoir toujours la dernière valeur. Voilà, donc je viens de vérifier aussi donc au niveau du web. Deuxième moyen, d'accord? Donc on va encore insérer et enregistrer une ligne dans cities. Bon, si le répertoire n'existe pas, il sera créé. Parfois, on peut importer des nouvelles lignes, d'accord, mais pas dans le même répertoire, dans d'autres répertoires. Comme ici, j'ai choisi la même chose. Donc, donc au lieu d'utiliser 4, on va utiliser 5. Et j'ai choisi ici cities 1. Et pour la lecture, vous devez lire cities 1. Bon, l'inconvénient ici, c'est qu'il faut faire attention. Pour lire maintenant les données de la table cities, il faut lire deux répertoires. Donc il est préférable de garder toujours le même emplacement pour l'ajout des nouvelles données. Mais quand même, nous allons lancer cette opération pour savoir qu'il va créer maintenant un répertoire. Ça n'existe pas. Mais je vais changer 4 par 5 parce que je viens d'ajouter deux lignes. Mais avant de faire tout ça, il faut encore ajouter au moins une ligne.
Espagne, et Barcelone, par exemple. On va exécuter encore cette insertion et on va lancer l'opération. Comme j'ai dit, donc je vais changer 4 par 5 parce que la dernière valeur donc, qui a été donnée pendant la dernière importation incrémentelle, c'est la valeur 5. Donc j'ai dit l'inconvénient ici, c'est pour lire toutes les données, malheureusement, il faut lire de répertoire. Voilà. Donc il a importé une seule ligne, c'est ce qu'on vient d'ajouter. La dernière valeur, c'est 6 pour une nouvelle importation incrémentielle. Voilà, juste il a importé une seule ligne. Malheureusement, j'ai dit que pour lire maintenant toutes les données, il faut lire les deux. Donc pour lire le reste de la table, hein, des données importantes dans la table cities, il faut lire le répertoire cities qui contient 5 lignes et le répertoire cities 1 qui contient l'autre ligne. Voilà, ça c'est pour l'importation des nouvelles lignes. La deuxième importation incrémentielle consiste à utiliser l'option last modified. Donc l'importation incrémentielle last modified se compose de 2 tâches. Donc le premier job, il va importer les données modifiées de la même manière qu'une importation normale. Cette opération va se faire dans un répertoire temporaire. Et puis le deuxième job prendra à la fois les anciennes et les nouvelles données, puis il va les fusionner en sortie, en ne conservant que la dernière valeur mise à jour pour chaque ligne. Ce n'est pas comme le premier cas. Donc, si le répertoire existe, déjà une erreur sera générée. Voilà, pour illustrer le cas de l'importation incrémentielle des données mutables qui changent tout le temps, nous allons tout d'abord faire une modification au niveau de la table visite qu'on va importer. Donc, elle contient les données suivantes. On va changer le nom de cette cité, on va dire par exemple Marrakech. On va ajouter quelques lignes. On va dire par exemple Agadir par exemple et 3 Casa. Voilà. On n'arrive pas à exécuter, donc on va essayer d'ajouter le mois, l'année et le jour. On va faire de même pour la deuxième ligne. Et on va appliquer. Voilà, donc elle a ajouté l'heure. Bon, je vous rappelle, on vient de modifier une ligne existante, un champ, et on a ajouté deux lignes. Donc, on vient d'enregistrer les modifications et on va lancer l'opération de l'importation. Donc, je vous rappelle, on va importer à partir de la base de données la table visite. On va apporter juste les dernières valeurs modifiées en se basant sur la colonne last update date. On va utiliser last update date utilisant cette date qui est 1987. Et on va proposer dans Target Directory un répertoire qui n'existe pas, qui sera créé pendant l'importation. Nous allons voir le résultat pour la comparer à la précédente. Donc, je dois taper le mot de passe. J'ai choisi l'option "-p". Donc, tout d'abord, on doit s'assurer qu'on n'a pas ici visit last. Donc, on n'a pas de visit last. Et on va revenir à
append. Donc append permet de créer une nouvelle, d'importer les nouvelles données au même dossier. Ce sera préférable au même dossier contenant les données de la première importation. Last modified, il exige un autre emplacement. Il va juste importer les données modifiées plus les nouvelles valeurs. Bon, après l'importation, on va vérifier par l'instruction cat. D'accord, donc il a importé 3 lignes, donc la première modifiée et aussi les 2 autres lignes. Donc la valeur Marrakech, Agadir et Casa. Bon, c'est quoi la différence maintenant entre last modified et append? Append ajoute tout simplement les nouvelles lignes. Mais si vous avez beaucoup de modifications qui se font au niveau d'une table, donc il est préférable d'utiliser last modified tout en précisant toujours une colonne de vérification à base d'une ancienne valeur. Comme dans cet exemple, on a utilisé 1987, mais si vous voulez faire encore des importations incrémentielles basées sur last modified, vous devez utiliser maintenant la dernière valeur qui est un last value de 2020. Voilà, ça c'est pour les sauvegardes, l'importation incrémentielle. Parmi les instructions aussi de l'importation, c'est import all tables. C'est l'importation de toutes les tables d'une base de données. On va faire ça pour la base de données DBScope. Donc, dans cette base de données, je suis sûr et certain que les tables contiennent des clés primaires, parce que si vous n'avez pas les clés primaires dans des tables, ils ne seront pas importés. Donc, on vient de terminer maintenant presque toutes les options de import, toutes les options, et on va passer maintenant à quelques autres instructions. Et nous allons voir import all tables. La présence ici de la clause warehouse directory est très importante. Donc ce paramètre ou bien cette clause est très importante parce que on va juste préciser un emplacement qui va être créé et après dans cet emplacement il va créer toutes les tables, il va importer toutes les tables. Et si on a opté par exemple pour target directory, là on ne peut pas importer toutes les tables, c'est impossible parce qu'il faut faire cette opération pour chaque table, chose qu'on ne peut pas faire avec une seule instruction. Donc c'est obligatoire d'utiliser maintenant ce qu'on appelle le répertoire parent utilisé par warehouse directory. Voilà, donc on va importer toutes les tables. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il va importer table par table. Et en attendant, nous allons chercher tout d'abord le répertoire qu'on a choisi ici, c'est all table. All table, voilà, il vient d'être créé. Maintenant, il a commencé l'importation de cities. Donc, toutes les tables seront importées de DBScope, cities, countries, etc. Et comme j'ai dit, donc chaque table sera un job à part. Ça veut dire qu'il va constituer les métadonnées, il va générer et compiler le jar, puis il va lancer l'opération de l'importation. C'est déjà fait pour la table cities. Voilà. Et puis, il est en train de faire la même chose pour countries et ainsi de suite. Puis, il va faire la même chose pour, voilà, norm cities et ainsi de suite jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on actualise, il va importer les tables. Voilà, on va attendre cette opération que se termine et on va vérifier au niveau du IRM qu'il y a plusieurs jobs lancés. Donc, job après job. Allez, le premier, c'est cities, donc le deuxième, c'est countries et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les tables. Avec la condition que je viens de dire, il faut que toutes les tables aient des clés primaires. On peut faire toujours la même opération avec import all tables, mais on peut exclure des tables. Au lieu d'importer les 6 tables, on peut exclure city, countries et norm city. Là, on va choisir un autre répertoire
que j'ai appelé ici part tables. Donc, il faut ajouter exclude tables. Donc, il est possible d'exclure des tables lors de l'importation de toutes les tables d'une base de données. Même chose, même explication. Donc, je vais juste lancer l'opération pour avoir une trace d'exécution. Donc, il est en train d'importer la dernière table qui est visite. Voilà, donc c'est terminé pour l'importation de toutes les tables de la base de données DB Scoop. Là, on va juste importer quelques tables. On va exclure 3 tables et on va importer 3 autres dans un répertoire par tables qui sera créé pendant l'importation. On va chercher le dossier part table. Voilà. Et maintenant la première table. Donc il va juste importer 3 tables et il va exclure les autres. Et bien évidemment là, on aura encore même chose. Donc, cities, parce que nous, on a exclu city, country et non-cities. Il va importer cities et encore il va importer visit et staging cities. C'est ce qu'il va faire. Donc voilà cities, countries. Cities, countries et l'autre et visite. Parce qu'on a exclu non-cities. Voilà. Cities, countries et staging cities aussi, qui n'est pas exclu. Voilà, à la fin, on aura les autres tables qui ne sont pas exclues. Voilà, ça c'est pour l'importation de toutes les tables à partir d'une base de données, ou bien on peut exclure quelques tables. C'est terminé maintenant pour l'importation entre MySQL, une base de données relationnelle, et le système HDFS. Nous allons voir dans la vidéo suivante l'autre instruction qui est export, qui permet l'exportation entre le système HDFS et une base de données relationnelle. On va utiliser toujours MySQL. Et nous allons voir aussi l'importation, mais là on va importer à partir de MySQL vers le Data Warehouse Apache Hive. Et nous allons voir aussi les deux autres instructions qui sont eval et job. Merci pour votre attention.